Donc c'est parti. Bonsoir à tous. Du coup, on vous propose ce soir un retour d'expérience avec l'équipe de Soléman. Nous avons 3 membres de l'équipe qui sont là en visio. Pierre, François Golpé et Sacha Wagner. Donc du coup, ce qu'on vous propose, c'est qu'il y ait un temps d'abord de 30-45 minutes pour présenter ce qu'ont fait l'équipe de Soléman. Et après, un temps d'échange de questions avec vous par rapport à comment s'est passée l'expérience Soléman, comment on réussit à monter une centrale de 36 kg sur une toiture d'école en ayant réussi ça, en ayant la première rencontre de Soléman en 2017 et l'inauguration en 2019. Donc, en premier lieu, François va nous faire une petite présentation de l'historique de l'association. Et après, on parlera vraiment du fond, du cadre administratif et du cadre technique et du cadre financier. Voilà l'étape qui va se passer. Et par la suite, vous aurez le temps d'échanger, de vous poser directement vos propres questions à ces 3 personnes. Donc, François, je te propose d'y aller, de commencer à faire un peu l'historique de Soléman, s'il te plaît. Okay. Bonsoir tout le monde. Donc en fait, l'histoire est née en fait d'une rencontre d'un certain nombre de personnes. En fait, chacun avait ce projet-là dans sa tête, mais était tout seul dans son coin et par relation. Donc, on s'est tous retrouvés à avoir un point commun qui était Magali, qui a été un petit peu le catalyseur et donc qui a monté la première réunion. Où on s'est retrouvés à discuter effectivement de notre volonté d'agir pour la transition énergétique. Et donc très vite, on a réfléchi à comment on allait s'organiser et définir ensemble quelles étaient un petit peu nos valeurs qui nous réunissaient. Et donc on est parti d'abord par la création d'une association donc, qui permettait de préparer un petit peu la structure finale, mais l'association, donc, d'abord il a fallu effectivement créer des statuts, mettre en place effectivement des statuts qui allaient bien. Et donc dans la deuxième phase, après la création de l'association, donc on commençait à nous rejoindre aussi quelques autres personnes. Et donc là, on a commencé à travailler quelle allait être la structure finale qui allait porter les projets de production. Donc, on a hésité longuement entre créer une société commerciale classique, donc une SAS, ou créer plutôt une société coopérative qui était plutôt de type SIC. Et donc, on a opté quand même pour la SAS parce que c'était un peu moins contraignant, plus facile à mettre en œuvre, mais en se gardant quand même un fonctionnement coopératif. C'est-à-dire que effectivement, ce n'est pas le nombre d'actions qui détermine le nombre de voix de vote, mais c'est vraiment la personne physique, une personne physique ou une personne morale qui a un droit de vote, quel que soit le nombre d'actions qu'elle possède. Donc ça, c'est voilà. Donc la société s'est créée comme ça pour démarrer un projet sur Bègue. Voilà. Et donc, lors de la création de la société, pareil, on a défini les valeurs de la société, comment elle devait fonctionner, quel était son mode de gouvernance, qui faisait quoi dans la structure. Et donc, on a opté pour un comité de gestion avec une présidence unique. Donc, voilà. Et ça, effectivement, c'est toujours un peu compliqué, on va dire, entre guillemets, puisqu'on a dû faire quelques allers-retours avec le greffe du tribunal de commerce pour déposer des statuts de la société. Bon, mais sinon, on va dire, c'est un point de détail. Voilà un petit peu, de manière globale, comment se sont créées les deux structures. Les deux structures cohabitent. L'association, donc, elle est là pour faire de la promotion hein, et faire de l'éducation, on va dire, à la transition énergétique. Et la société, ben, c'est bien développer les projets.
Donc, l'association est un petit peu un support, un complément qui permet effectivement de sensibiliser du public, de sensibiliser des citoyens pour venir rejoindre derrière la société. Voilà, je crois que j'ai fait un tour global de l'historique. Bon, on verra après s'il y a des questions particulières. Magali, je te rends la parole. Merci François, merci pour cette présentation. Effectivement, donc maintenant la société a été créée en fin 2018. En 2019, vous avez inauguré votre première centrale. Au niveau administratif, on va parler des démarches administratives à faire pour pouvoir réaliser ce type de projet. Donc là-dessus, c'était Pierre et Sacha qui ont pas mal travaillé sur ce qui s'est passé au niveau des démarches administratives, qui vont vous expliquer un peu ce qu'ils ont fait pour conventionner, faire la convention avec la mairie, pour faire les déclarations obligatoires de travaux et choses comme ça. Donc du coup, je laisse la parole à Pierre et puis après Sacha, tu compléteras, ça te va? Ok. Allez Pierre, vas-y. Bonjour à tout le monde. Alors sur ce premier projet à Samba, on a beaucoup travaillé déjà pour commencer avec les services techniques. Donc c'est vrai que ça a été quelque chose de très facilitant. On a de bons échanges, on a pu constamment échanger faire des va-et-vient pour voir les problèmes au fur et à mesure qui se posaient, mais ça on reviendra peut-être un peu dessus après. Comment on a fonctionné pour réaliser ce projet? On a commencé en fait par faire ce qu'on appelle une manifestation d'intérêt spontané. C'est-à-dire que la société Solévent a déclaré auprès de Bègle le fait qu'elle était intéressée par installer des panneaux photovoltaïques sur ses toitures, sur ses bâtiments publics, sur Samba en l'occurrence. Suite à cela, la mairie a dû délibérer pour nous accorder, en tous les cas avant pour mettre en concurrence, avec en faisant de la communication, en ouvrant la possibilité à d'autres personnes, d'autres structures de venir candidater également sur le bâtiment que l'on avait sélectionné. Suite à cette mise en concurrence, finalement la mairie a délibéré en notre faveur, c'est-à-dire qu'elle a pris une délibération en conseil municipal indiquant que Solévent était la structure choisie pour installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture de Marcel Samba. Suite à cela, on a dû ensuite préparer une convention d'occupation temporaire du domaine public, qui est un lourd travail là pour le coup, puisque c'est une convention qui est signée entre la société citoyenne donc Solévent et la mairie pour mettre en lien, c'est contractuel, hein, c'est un contrat pour mettre en lien les droits et obligations de chacun. Donc ça, on a beaucoup discuté, beaucoup échangé, on s'est aussi basé sur des choses existantes, sur des projets citoyens existants ailleurs en France, notamment je pense à l'INR au Pays Basque, qui avait pas mal travaillé là-dessus. Et donc, on a abouti à une convention d'occupation temporaire du domaine public qui a été votée en conseil municipal, donc acceptée en conseil municipal. Et à partir de là, on a pu faire de la publicité pour pouvoir réunir les citoyens autour de ce projet. Mais ça, on verra ça plus tard. Est-ce que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus pour l'instant? Oui, je pense que je vais laisser la parole à Sacha maintenant. Donc bonjour, pardon. C'est la phase, on va dire, de préparation de l'installation, en fait, qui est la relation entre la mairie et la société. Et suite à ça, il faut mettre en place, on va dire, les démarches administratives propres au chantier, on va dire, d'installation et à la préparation des travaux.
Donc, dans un premier temps, il faut déjà avoir l'autorisation de la mairie pour faire les travaux. Donc, du coup, il y a là, dans ce projet-là de Semba, on a fait une déclaration préalable qui a permis d'avoir l'autorisation déjà de pouvoir faire les travaux sur la toiture de l'école où on avait prévu de faire les travaux. Donc ça, c'était une première démarche administrative qu'on a faite auprès de la mairie. Donc, vu que c'est la mairie qui instruit le dossier, c'est facilitant puisque c'est sur leur propre domaine qu'on a réalisé les travaux. D'autre part, on consulte aussi les entreprises qui peuvent réaliser les travaux. Et pour faire cela, on prépare des documents en fait, contractuels et descriptifs des travaux en eux-mêmes. Donc des CCTP, des cahiers des charges techniques et administratifs, des contrats, des choses comme ça. Donc il y a des documents aussi contractuels à préparer pour garantir, on va dire, la bonne réalisation des travaux. D'autres éléments qu'il faut réaliser avant de commencer les travaux proprement dit, c'est les études techniques, on va dire, structurelles et dimensionnement de l'installation. Donc, on a fait appel à l'entreprise qui nous a réalisé les travaux, a fait elle-même les études de dimensionnement par rapport à la toiture qu'on avait à disposition de l'école Semba, et qui a réalisé le dimensionnement et le calpinage sur la toiture des panneaux solaires, ce qui a permis aussi d'avoir déjà des premiers éléments pour réaliser la déclaration préalable, pour faire les dessins, coupe façade, etc. Donc ça, c'est voilà, la démarche, on va dire, pour dimensionner les panneaux. Et comme on intervient sur une toiture qui existe déjà, il est nécessaire également pour s'assurer que la structure du bâtiment puisse recevoir les panneaux solaires, de faire une étude structure. Donc là, c'est pareil, on a fait un peu la facilité. On a fait appel à l'entreprise qui nous a réalisé les travaux, qui avait des relations pour étudier les questions structurelles sur ce projet-là. Mais ça peut être des démarches qui peuvent être initiées par la société ou par les porteurs de projets de manière indépendante. Qu'est-ce que je pourrais dire sur les démarches qui sont à réaliser? Après, après c'est définir un planning général, contacter les futurs concessionnaires s'il y a, dans le cas d'une revente, nous on a revendu on revend l'électricité donc sur le réseau EDF, donc il a fallu qu'on contacte Enedis pour prévoir le raccordement, etc. Ce qui est souvent une démarche relativement longue parce qu'ils ne sont pas forcément très réactifs. Donc, c'est important de s'y prendre un peu à l'avance. Et c'est des démarches qu'on réalise en parallèle, on va dire, avant le démarrage des travaux, de manière à ce que dès que les travaux sont réalisés, on puisse être raccordé le plus rapidement possible. Là, ça sera plutôt dans les questions techniques, juste après, sur le comment faire techniquement. Ouais. Ça c'est plutôt dans le côté technique. Il y a déjà deux questions, donc je vous propose de les répondre. La première question, c'est est-ce qu'il y a eu un véritable appel à concurrence ou bien une simple information à la mairie pour la manifestation d'intérêt spontané? Pardon, je n'ai pas entendu, Magali. Est-ce qu'il y a eu une vraie mise en concurrence, un vrai appel à concurrence, ou est-ce qu'il y a juste une information dans la mairie pour Non, il y a eu un vrai appel, il y a eu une vraie mise en concurrence. La mairie c'est une obligation légale de toute façon. La mairie a fait une publicité, un affichage en mairie, et elle a fait un affichage aussi sur son site internet. Donc, une vraie publicité qui a duré un mois.
Je crois que c'est un mois ou 5 semaines, quelque chose comme ça. Et ensuite, effectivement, une fois que cette publicité était finie, ils ont pu sélectionner les dossiers. Je crois ne pas me tromper en disant qu'on était les seuls sur le coup. Donc, voilà. Après, il y a des questions sur les travaux. Donc ça, je propose que ce soit après. Là, on va faire une partie technique juste après. Il y a une question sur le côté réglementaire avec le SDIS. Comment ça s'est passé? Donc là, c'est Sacha, si tu veux intervenir pour la relation avec le SDIS. C'est plus Julien qui a fait ça. Sur le SDIS, a priori, on n'a pas eu on n'a pas eu de grosses difficultés, mais c'est vrai qu'on avait nous fait un dossier relativement allégé parce que dans le cadre d'une déclaration préalable, normalement, on n'est pas censé donner des documents complets sur une intervention qui ne concerne que la toiture en fait. Mais après, c'est vrai que comme on faisait passer un câble sur la façade, qu'il y avait des questions sécuritaires qui entraient en jeu sur l'installation, on s'était rapproché du SDIS pour donner des informations génériques. Et puis, je crois que c'était la mairie qui était censée, à un moment donné, transmettre ces informations-là, mais que ça n'avait pas été fait. Et du coup, nous, on avait redéposé des documents complémentaires à l'ADP pour le SDIS spécifiquement. La déclaration préalable. Voilà, mais… c'est les pompiers. Pardon? Il y a quelqu'un qui nous demande que c'est le SDIS. Le SDIS, c'est la gestionnaire des pompiers. C'est… comment ça s'appelle? Service départemental incendie sécurité. Quelque chose comme ça. Ok. Voilà. Donc, c'est ceux qui, en fait, regardent la sécurité vis-à-vis du public sur les ERP en ce qui concerne voilà, les accès, on va dire, au bâtiment, la sécurité au feu, la sécurité des personnes de manière générale. Alors, nous, notre projet, il intervenait que sur la toiture, il modifiait pas ni les entrées du bâtiment, ni les effectifs, ni certains éléments sécuritaires, on n'intervenait pas dessus. Alors, aujourd'hui, c'est un peu différent parce que effectivement, les pompiers regardent sur la manière comment sont posés les panneaux solaires en toiture, parce qu'effectivement, il y a eu des cas d'accidents, on va dire, qui sont suspectés sur les panneaux solaires. Alors, ça n'a jamais été vraiment avéré, mais bon, il peut y avoir que les travaux mettent en danger d'autres éléments du bâtiment et du coup, ils veulent quand même regarder qu'est-ce qui se passe et comment sont installés les panneaux. S'il y a des éléments de coupure du circuit électrique qui sont mis en place de manière à ce qu'ils puissent sécuriser l'installation quand il y a un incendie et puis éviter l'éventuel risque, on va dire, dû à l'installation des panneaux solaires. Mais, ça concerne, je pense, plus les onduleurs et la partie entre les onduleurs et le réseau qui est courant fort, puisque après, entre les onduleurs et les panneaux, c'est la basse tension, donc il n'y a pas forcément de risque. Donc, ils aiment bien regarder ça maintenant dans tous les travaux sur les bâtiments publics. Ils ont un droit de regard, même si administrativement, on n'a pas forcément l'obligation de déposer des documents spécifiques, mais ils peuvent le demander, même si c'est des fois la mairie en fait à les fournir dans le cadre d'une déclaration préalable. Voilà. Donc, vous posez plein de questions au niveau technique. Du coup, on va passer à la question. De prise de démarche auprès de la mairie. Alors, Alors, dans le cadre d'une déclaration préalable, c'est 1 mois d'instruction. Mais s'il y a des pièces complémentaires, la date de demande des pièces complémentaires, c'est le nouveau départ, on va dire, du délai dès que les pièces sont déposées en mairie. Donc,
Voilà, ça peut aller assez vite. Après, s'il y a des modifications, on va dire, en façade qui sont importantes ou de la structure de la toiture, ça peut passer sous un permis de construire. Donc ça, le permis de construire, c'est 3 mois. Et après, bon, c'est vrai qu'il y a aussi un délai de recours des tiers qui est un délai de 2 mois qui permet à d'éventuels voisins ou des tiers de pouvoir déposer une réclamation auprès de la mairie pour X questions. Si le projet ne rentre pas dans le cadre du PLU, par exemple. Donc, c'est aussi un délai qui est réglementaire. Et bon, s'il y a des risques qu'il y ait des voisins qui sont contre le projet, il vaut mieux respecter ces 2 mois avant de commencer les travaux, de manière à ne pas avoir à déposer les choses ou refaire des travaux ou avoir des problèmes administratifs par la suite. Et cette école n'est pas dans un rayon de zone de protection architecturale, du coup, il n'y a pas eu d'intervention. Ah oui, voilà. Alors, c'est vrai que si on est dans le cadre d'un secteur sauvegardé, le délai peut être rallongé jusqu'à 6 mois, le délai global d'instruction en fait du dossier, parce que la mairie elle va envoyer le dossier aux différents services qui instruisent, qui sont la direction DDTM, mais ils changent 3 fois. La direction départementale. Voilà, des territoires et des maires. Et dans le cadre d'un secteur sauvegardé, ils envoient le dossier aussi aux Bâtiments de France qui, eux, mettent beaucoup plus de temps à instruire le dossier. Et donc, ça prend plus de temps. Il y a une question, c'est pourquoi vous avez choisi cette école? Est-ce que François ou Pierre… François, Oui, moi je peux répondre. Enfin, d'abord, quand on a commencé à se réunir, à travailler ensemble, donc on a chacun de son côté, on n'habitait pas tous dans la même commune, donc c'est bien parce qu'on a tous un petit peu rayonné, savoir où est-ce qu'on pouvait avoir une réponse favorable. Et donc moi, habitant à Bègle, bon, étant sur une commune entre guillemets verte, donc ça a été, le contact a été très très facile et très rapide. Et donc quand ils nous ont dit OK, OK pour la démarche, déjà ils nous ont donné toute une liste ils nous ont donné la liste de tous les bâtiments communaux, parce qu'en fait ils avaient déjà lancé il y a 10 ans de ça une préétude. Et donc, ils avaient répertorié toutes les toitures avec toutes les surfaces. Donc, à partir de là, nous, on est allé faire une petite étude sur le terrain, voir comment étaient les expositions. Bon, sur place et aussi sur Google Maps, pour voir un petit peu comment étaient exposées les différentes toitures de la commune, enfin des bâtiments communaux. Et donc, on a choisi une école comme ça, puisqu'en fait, effectivement, elle avait une belle exposition plein sud. Voilà un petit peu comment a été sélectionnée cette première école. Ok, on va passer côté technique. Donc là, la question, c'est comment ont été choisis l'installateur, qu'est-ce qui se passe en fait, comment ça se monte une centrale photovoltaïque, quelles sont les démarches à faire au niveau technique, qu'est-ce qu'il faut connaître, comment vous avez choisi les panneaux, et ainsi de suite. Donc là, François, si tu veux commencer. Oui, en fait, sur les choix, pareil, nous, on a travaillé sur des appels d'offres que l'on a fait un petit peu sur différentes sociétés que l'on connaît. Donc, on a démarré comme ça. Après, vous faites un petit cahier des charges pour chaque élément et vous envoyez ça donc à des sociétés plus ou moins connues sur le marché. Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Oui, je disais que moi, nous, on a dans nos valeurs, c'était effectivement travailler le plus français possible, le plus local possible. D'abord, le plus local possible, donc de préférence avec du matériel français, ou au pire européen. Voilà. Donc c'est un petit peu la démarche globale. Après, donc sur le détail, peut-être que Pierre ou Sacha peuvent en dire plus.
Lancez-vous. Vas-y Pierre, tu te lances. Bon, oui, on a fait cette petite mise en concurrence. Après, de toute façon, on était tous d'accord sur le fait qu'on voulait travailler avec du matériel le plus local possible. D'ailleurs, petite anecdote à ce sujet, à un moment, on a eu un problème avec les onduleurs, puisque les onduleurs choisis étaient des onduleurs allemands, SMA, qui étaient en rupture de stock à ce moment-là. Et du coup, on avait la possibilité de passer sur du Huawei, qui est du coréen. Et donc, on a échangé entre nous et on a décidé d'attendre un peu plus longtemps pour pouvoir rester avec du matériel européen plutôt qu'aller partir avec du matériel coréen qui venait de bien plus loin et qui était bien moins cher également. Donc voilà, c'est aussi pour expliquer notre démarche qui se veut vraiment être une démarche vertueuse et locale en tout cas. Okay. Le conseil qu'on peut donner, c'est que pour le choix des entreprises, c'est toujours bien d'en consulter plusieurs sur la base de documents descriptifs, cahiers de charges qui sont les mêmes pour toutes les entreprises. Même si après, dans le choix définitif de l'entreprise, on avait déjà des contacts, des personnes qu'on connaissait, et du coup, ben, c'est vrai qu'on avait plutôt envie de faire travailler telle ou telle entreprise. Mais c'est quand même bien de pouvoir les comparer dans un premier temps, voir qu'est-ce qu'elles proposent, à quel tarif, et des fois, on peut avoir des surprises. Hein, voilà. Oui, Pierre? Oui, justement, à ce sujet-là, c'est aussi important, c'est que l'entreprise que l'on a sélectionnée, c'était aussi une entreprise qui acceptait de travailler avec les panneaux photovoltaïques que l'on avait sélectionnés également. Donc, ça a aussi joué dans le choix de l'installateur, finalement. Est-ce que vous êtes passé en direct pour acheter les panneaux? Exactement. Dans notre cas, on avait fait effectivement une petite économie en commandant les panneaux directement aux fournisseurs, parce qu'on avait sélectionné ce fournisseur-là. Et du coup, on avait besoin de trouver une entreprise qui accepterait qu'on puisse, nous, se fournir directement des panneaux et que l'entreprise puisse juste les poser. En fait. Tout en acceptant de garantir les travaux, la réalisation sur la base des décennales, comme toute entreprise, en fait. Ok. Alors, on me demande quelle société avez-vous choisi? Inelia. Inelia ABC Construction? ABC Construction, exactement. Ouais. En fait, au niveau des panneaux photovoltaïques, on a appelé Voltec, donc, qui est une société française qui est basée en Alsace. Et donc, les onduleurs, donc c'est du SMA. L'installateur, donc c'est une entreprise bordelaise, donc ABC Construction, avec un bureau d'études qui s'appelle Inelia. Quoi dire d'autre? Ben, je crois que c'est tout. Hein. C'est les principaux postes, quoi. Hein. Ça se passe comment la construction? Les étapes de construction, est-ce que vous avez fait vous-même la maîtrise d'œuvre ou est-ce que vous avez sous-traité la maîtrise d'œuvre? Au niveau du chantier, ça s'est passé comment? Non, ça s'est globalement bien passé. On avait décidé effectivement qu'on avait en interne suffisamment de compétences, on va dire, pour faire suivre les chantiers. Et puis, dès qu'on avait envie de faire confiance à l'entreprise, donc c'est ce qu'on a fait. Et on est allé voir de temps en temps sur le chantier pour voir comment ça se passe, si ça avançait dans le timing qui avait été prévu. Il y a eu des trébuchés, mais bon, ça arrive toujours sur les chantiers. Il y a toujours des aléas, des imprévus. Après, c'est vrai que ça peut être bien d'avoir un professionnel qui connaît un peu la maîtrise d'œuvre du bâtiment. Mais dans notre cas, comme moi, je suis du métier,
c'est moi qui ai un peu essayé de gérer le contrôle, entre guillemets, des travaux. Et puis voilà. Il y avait un autre sujet, j'avais une question. Et ça se passe comment, en fait, concrètement, la pose des panneaux avec les onduleurs ça se passe comment au final les travaux? Parce que finalement, on voit rarement des panneaux se faire installer comme à côté de chez nous. Donc, on ne sait pas forcément comment ça se passe. Assez vite. Ça se passe assez vite. En fait, dans notre cas, c'était assez rapide en théorie, sauf que effectivement, ben, au niveau du timing, nous, on avait décidé de faire les travaux pendant les vacances pour éviter ben, les questions de sécurité vis-à-vis des utilisateurs de l'école, donc les élèves, les maîtres, les professeurs, le personnel. Sinon, ça implique effectivement des dispositions de sécurité supplémentaires qui sont souvent complexes à mettre en œuvre et coûteuses pour l'entreprise qui vous le facture. Donc, et donc, dans notre cas, ben, on avait prévu, nous, de faire les travaux au mois d'août, à partir de la début de troisième semaine. Et puis, au dernier moment, ben, l'entreprise qui nous a dit non, ben, nous, on va décaler d'une semaine, mais on arrivera à être dans les timings, on pourra finir les travaux en une semaine. Et malheureusement, ben, ça n'a pas été le cas parce qu'ils ont eu des surprises sur le chantier qu'ils n'ont pas anticipé suffisamment, et du coup, ben, on a fait une partie des travaux et puis on a reporté les travaux aux prochaines vacances. Mais bon, voilà, c'était notre premier projet, notre premier chantier. Donc, c'est vrai que nous, on n'avait pas anticipé forcément ces questions-là parce qu'on avait souhaité, enfin, on était d'accord pour faire confiance à l'entreprise de manière générale. L'entreprise en elle-même avait quelqu'un de compétent qui était censé suivre les travaux aussi et maîtriser le délai. Mais c'est vrai qu'en théorie, en 2 semaines, voilà, on a fait l'ensemble des travaux était faisable en 2 semaines. Sauf qu'effectivement, vis-à-vis de… Après, il y a eu la rentrée et du coup, bon, ça a été un peu coupé en deux, on va dire, les travaux. Mais ça va assez vite. Hein, donc, après, je pense que tout chantier a sa spécificité et c'est dans les cahiers de charges, parce que j'ai vu qu'il y avait une question sur ça. Quels sont les critères importants dans les cahiers de charges? C'est essayer de bien définir les particularités du chantier. Et essayer tant bien que mal de définir des clauses vis-à-vis de ces particularités, en plus des clauses générales qui peuvent être le respect des règles de l'art, respect des normes, etc. Mais d'essayer de décrire dans les cahiers de charges déjà les particularités du chantier, les accès, les dispositions peut-être de la toiture ou de sécurité à respecter. Voilà, en plus de définir effectivement avec quelle marque vous voulez travailler, même si effectivement dans le cadre d'un appel d'offres, on peut laisser ouvert à différents choix de marques, mais s'il y a déjà un avis en fait de marque, on peut définir une marque dans le cahier de charge, le matériel ou au moins la qualité du matériel, la provenance éventuellement, de manière à tous les critères, on va dire, qui sont souhaités par les porteurs de projets peuvent être inscrits dans le cahier des charges. De manière, et plus ils sont précis et exhaustifs, mieux c'est, de manière à ce que l'entreprise puisse chiffrer le plus précisément ce qui est souhaité par les porteurs de projets. Après, c'est vrai qu'il y a un risque de rentrer trop dans le détail et que l'entreprise ne sache pas exactement répondre à la demande. Donc, il y a un juste milieu entre trop définir de critères et pas suffisamment. Pour ceux qui posent la question comment avoir accès à un cahier des charges, vous êtes adhérent de Sirema, du coup, vous avez votre
si vous êtes adhérent, vous avez accès à l'espace adhérent d'énergie partagée. Et dedans, vous avez tout plein d'exemples de cahiers des charges. N'hésitez pas à aller fouiller sur cet espace adhérent. Vous avez vraiment tout ce que vous avez besoin comme papier qui ont déjà des exemples. Il y a des questions sur les onduleurs. Quel choix avez-vous fait au niveau des onduleurs? François, Pierre, Sacha? Moi, je ne suis pas très technique pour en parler, mais pour en Nous, parler. notre critère, c'était d'essayer d'avoir des onduleurs qui sont le plus local possible, donc de préférence européen. Après, c'est plus l'entreprise qui va faire une proposition technique, qui va définir déjà le dimensionnement, la puissance, éventuellement la marque de manière précise. Si nous, on n'a pas déjà défini de marque, elle va faire une proposition. Et de pouvoir aussi adapter les onduleurs à l'installation et aux panneaux, en fait. Donc, c'est un ensemble. On peut difficilement obliger une entreprise à choisir certains onduleurs et des panneaux. Bon, on peut faire, on va dire, donner des préférences. Après, c'est l'entreprise qui va valider si ce choix-là, il est pertinent économiquement ou si eux, ils ont peut-être des tarifs aussi préférentiels chez certains fournisseurs qui ne correspondent pas forcément au matériel que nous, on aura défini dans notre cahier de charge. Donc, c'est une discussion. Une fois que l'entreprise est choisie, il y a toujours moyen de rediscuter et de négocier sur le matériel, en fait, de savoir effectivement pourquoi l'entreprise elle a choisi tel matériel alors que nous, on avait plutôt prescrit ça. Et dans votre cas, sur les cols de Samba, ce sont des onduleurs habituels, ce ne sont pas des micro-onduleurs, c'est bien ça? Oui, ce sont oui. Il y a 2 onduleurs. On a 2 ouais. Parce qu'on a le parc et en fait, il fait 200 mètres carrés, quelque chose comme ça. Et on a séparé en 2 groupes de panneaux solaires qui sont accordés sur 2 onduleurs différents, en fait. De manière à dimensionner, le dimensionnement de l'installation, elle a été répartie sur 2 onduleurs différents. De manière à ne pas être sur des machines qui soient trop grosses aussi, répartir aussi le risque des éventuelles défaillances d'un panneau, parce qu'en fonction des installations, un panneau peut réduire la performance de tout l'ensemble du circuit, et le fait de faire des groupements de panneaux permet de limiter le risque que toute l'installation soit rabaissée en rendement s'il y a un des panneaux qui est défaillant ou qui a une perte de performance. Et du coup, on essaye de… Voilà, c'est l'entreprise qui nous a conseillé effectivement de répartir l'installation sur 2 onduleurs. Ok, merci Sacha. On va passer sur le côté communication, financement du projet. Il y a déjà plein de questions par rapport aux parents d'élèves, s'ils ont été freins, s'il y a eu des questions sur les ondes et ainsi de suite. Donc, Pierre, je pense que Pierre et François, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces questions-là? Les parents, non, n'ont pas du tout été un frein pour la simple et bonne raison que, à notre grande surprise et un peu, il faut le dire, on est un peu déçus de ça sur ce premier projet, c'est que les parents ont été assez absents des débats et ont été assez peu impliqués sur le projet, alors que nous, notre but et notre volonté première, c'est bien de réunir un peu les personnes autour de ça. Alors, il y a des explications là-dessus, des explications rationnelles là-dessus, mais c'est vrai que ça a été une petite déception, donc absolument aucun frein là-dessus. Mais pourtant, il y avait des parents pour l'inauguration et ils étaient plutôt favorables en fait. Oui, mais forcément, les parents qui se sont déplacés pour l'inauguration étaient nécessairement favorables. Après, voilà. C'est vrai, on n'a pas eu trop de retours d'ailleurs sur les avis des parents de manière générale. Même si on avait rencontré la directrice de l'école, elle ne nous a pas fait remonter. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours peut-être des inquiétudes, mais s'ils avaient vraiment été inquiets, je pense qu'ils seraient venus peut-être nous poser la question directement. Donc,
a priori, c'est qu'ils ne se sont pas trop inquiétés, et voilà, ni impliqués ni inquiétés. Ok. Et alors après communication et financement, comment vous avez réussi à financer tout ça? Là, c'est le nerf de la guerre, finalement. Sur le financement, il y a 80% de notre financement qui est un emprunt bancaire. Alors ça, je laisserai après François parler un peu plus en détail de ça. Donc 80% du financement, c'est un emprunt bancaire. Donc ça veut dire que les 20% restants, ce sont nos fonds propres. Sur ces 20% de fonds propres, on a à peu près 10% on va couper à peu près comme ça, 10% d'apport personnel, donc tous les actionnaires qui nous ont rejoints, et 10% qui proviennent d'une subvention mise en place par la région de l'Aquitaine avec l'ADEME, qui favorise le financement participatif des citoyens dans les projets citoyens, et qui implique que pour tout euro versé par un citoyen dans une structure citoyenne, il y a 1 euro qui est versé par la région. Combien a coûté le projet? À peu près 40 000 euros. Voilà, donc ça fait ça. Et puis ensuite, donc les 10% qui viennent vraiment de nos fonds propres, de nos actionnaires, il a fallu faire de la communication. On a participé à des événements. Oui, c'est ça exactement, pour Corentin. Ouais. On a participé à des événements, le World Impact Summit. On a fait un ciné-débat, on a créé un ciné-débat autour de la projection du film Après-demain. On a participé à l'avant-première, on a organisé l'avant-première d'Après-demain Omega à Talence. On a fait des réunions. Pas à Talence? Non, à Bordeaux. À Bastide. À la Bastide. À la Bastide, pardon. On a fait également des réunions publiques, et pour ces réunions publiques, on a essayé de choisir des lieux emblématiques de Bègles, des cafés, notamment des cafés associatifs, un café associatif, et puis un café aussi qui est emblématique du centre-ville de Bègles, dans lesquels on a fait des réunions publiques pour essayer de faire connaître le projet, essayer de trouver de nouveaux actionnaires. De manière générale, on a essayé de participer aux événements aussi qui étaient déjà organisés par d'autres structures, pour essayer de se joindre et de communiquer dans ces événements-là, comme le World Impact Summit, par exemple, qui était à Bordeaux, où on n'a pas forcément eu beaucoup de succès, mais ça a permis, nous, de nous organiser et d'apprendre aussi à être présent sur des événements et avoir du contact avec du public qu'on ne connaît pas, leur expliquer le projet, etc. Donc, c'est intéressant aussi. Et François, au niveau… Pardon, Pierre, vas-y. Ouais, juste, je veux ajouter juste ça, c'est qu'on avait fait aussi le choix de mettre un coût de l'action qui était relativement accessible pour tout le monde, donc à 50 euros. Ce qui fait que c'est chouette, parce que ça permet d'impliquer plus de personnes. Il y a plus de personnes qui peuvent peut-être nous rejoindre, mais en même temps, ça crée aussi une potentielle difficulté. C'est qu'il faut aller chercher plus de personnes, plus d'actionnaires pour pouvoir financer le projet. C'est tout. François, niveau bancaire? Oui, avant le bancaire, il y avait d'autres questions là. Vous contactez l'asso des parents d'élèves. En fait, dans notre timing, en fait, on est mal tombé, puisqu'effectivement, comme on avait prévu de faire travailler l'entreprise durant l'été, donc à partir de juillet, il n'y avait plus personne dans les écoles. Et en fait, comme on faisait l'inauguration début septembre, c'est très mal tombé par rapport à la mobilisation des parents d'élèves à ce moment-là. Donc, oui, en fait, il faut contacter les assos de parents d'élèves. Et on avait quand même fait une réunion des parents d'élèves. Oui, mais en fait, ça n'avait pas eu l'effet escompté, puisqu'on n'a pas eu grand-chose. Mais bon,
Oui, au niveau financier, pareil, là, comme on faisait un gros emprunt de plus de 30 000 euros, c'était le premier, donc c'était pas forcément évident de trouver la bonne banque. Donc effectivement, il faut faire pareil. Il faut frapper aux différentes portes et faire pareil une étude pour savoir quelle est la banque la plus favorable. Alors là, il y a aussi, sur lequel il peut y avoir des contraintes, c'est qu'effectivement, derrière se pose la question de la caution bancaire, de la garantie bancaire. Puisque lorsqu'on est dans une société, que c'est la première installation, que vous n'avez pas encore de bilan, puisque c'est votre première année d'existence, ben là, c'est difficile de convaincre des banquiers de vous apporter cet argent. Donc là, il y a un moyen aussi, enfin, il y a différents moyens. Hein. Soit vous avez des structures comme la Nef qu'on avait contactée, qui intègrent dans le coût du prêt, on va dire, un cautionnement. En fait, voilà. Ça, c'est en fait, la Nef faisait une offre avec une association avec énergie partagée, qui est une offre spécifique pour toutes les structures citoyennes qui montaient des projets comme le nôtre. Et ensuite, donc, il y avait. Mais par contre, bon, effectivement, ce cautionnement inclus, c'est quand même assez coûteux. Après, donc, nous, on a contacté d'autres banques et on s'est arrêté donc, sur une banque qui nous a fait quelque chose d'intéressant, si ce n'est que pareil, comme il y avait des problèmes de cautionnement, d'abord, il y a le nantissement effectivement de la centrale, et deux, demande un cautionnement. Donc là, on s'est rapproché de BPI France, qui nous a fait ça, et ça aussi, c'est un coût. Et ça, c'est un coût assez important qui plombe pas mal le taux d'intérêt que vous avez à la base. Parce que vous pouvez avoir un taux d'intérêt de 1,30, 1,50 ou 1,70 et derrière, vous pouvez monter facilement à 2,20 ou 2,30. Donc voilà, parce qu'effectivement, au départ, il faut prévoir, enfin, il faut réussir à négocier un cautionnement le moindre possible. Ok, est-ce qu'il y a eu des demandes de garantie personnelle? Le nantissement, ça veut dire. Attends, il y a quelqu'un qui demande ce que c'est le nantissement. Oui, nantissement, en fait, c'est-à-dire que si jamais la société disparaît, en fait, les panneaux appartiennent à la banque qui vous a prêté l'argent. C'est comme, en fait, voilà, c'est comme si vous achetez une maison et que vous avez une hypothèque dessus, quoi. Et il y a eu des garanties personnelles ou... Non, il n'y a pas de garantie personnelle. Donc voilà, l'intérêt, c'est qu'effectivement, comme on est une société citoyenne, on va dire, fonctionnement coopératif, et à but, on va dire, malgré tout, lucratif, mais moindre. Donc en fait, il n'y a pas de dirigeant majoritaire, et donc il n'y a pas de caution individuelle. Ok, donc on va reprendre les questions. Est-ce que vous avez d'autres projets en tête? Oui, on a d'autres projets en tête, heureusement. On ne s'est pas arrêté là, puisque enfin, dès le début, déjà à Bègle, on nous avait proposé, enfin, nous avions proposé d'équiper 2 écoles, et effectivement, la ville de Bègle nous a dit OK pour 2 écoles. Donc, on a un deuxième projet. Alors, ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que le premier projet, c'est un projet de 32 kilos. Et là, le deuxième projet qu'on va faire, on va aller encore plus haut, plus loin, puisqu'on va faire un projet de 90 kilos, 95 kilos. En gros, on verra exactement sur les différentes toitures qui sont à disposition. Oui, on avait ce deuxième projet, mais on avait aussi d'autres projets sur d'autres communes, bon, qui pour l'instant sont un peu figés à cause un petit peu de l'instabilité politique locale. Donc, oui, en fait, il faut, dès qu'on monte un projet, il faut passer au suivant, quoi. Il y a une question, l'énergie partagée n'est pas en mesure de financer avant le prêt.
avec le prêt La Nef, en fait, vous pouvez avoir des apports en compte courant d'associés. Ce n'est pas un prêt, c'est un prêt, mais ça veut dire que Énergie Partagée vous verse une somme d'argent sur votre compte courant que vous devrez rembourser et ce sera inclus dans le prêt. C'est une question de timing, en fait. Demain, tout à l'heure, je vais passer une question. Oui, on a, comment dire, on verse un loyer à la ville de Bègle. Bon, ça, pareil, ça se négocie. Hein. Nous, on était OK pour verser un tout petit loyer. Il y a des fois, ça peut être un loyer symbolique d'1 €, mais selon les municipalités, ils aiment bien montrer à leur, comment dire, à leur conseil municipal que ce n'est pas quelque chose de gratuit et qu'il y a bien un loyer qui est versé. Donc oui, nous, on en avait un. On va à la production. 100% revendu dans le réseau. Mais bon, au niveau du discours, on dit toujours que l'électricité prenant le chemin le plus court, elle va en premier à l'école, et puis en deuxième aux maisons alentours et dans le quartier, et puis s'il en reste un peu plus loin. Donc des électrosyndicaux et les euros, c'est EDF. Ouais. Vas-y, Pierre. Ouais, justement pour rebondir là-dessus, effectivement, on est en revente totale. Aussi pour plusieurs raisons. C'est que la première, c'est qu'on avait besoin aussi de cette visibilité à long terme. Sur 20 ans, on a une obligation d'achat pour pérenniser la structure. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison aussi, c'est que pour faire de l'autoconsommation ici, c'était pas forcément possible et c'était pas forcément adéquat sur une école. Puisque là où on va produire le plus, c'est en été. Et en été, forcément, il n'y a strictement rien dans l'école. Donc, voilà, ça ne servait à rien de faire de l'autoconsommation ici. On me redemande quel est le statut de la structure. C'est une SAS, société à capital variable, effectivement. Est-ce que vous avez eu des nouveaux actionnaires depuis l'inauguration? Oui, quelques-uns. Oui, pas énormément, puisqu'en fait, on n'a pas vraiment relancé à cause du confinement. Alors, on est effectivement bloqué. Hein. On a au moins un actionnaire qui est effectivement la ville de Bègle, puisqu'en fait, ils ont voulu être partie prenante aussi financièrement. Mais bon, comme l'a dit tout à l'heure Pierre, c'est que 50 €, mais effectivement, il y en a quelques autres actionnaires, puisqu'en fait, lorsqu'on a, quand on a présenté la liste des actionnaires pour la première subvention, aujourd'hui, on a d'autres nouveaux actionnaires qui sont arrivés depuis, oui. Une petite dizaine, à peu près. Ouais. Avez-vous prévu un contrat de maintenance pour l'entretien de la centrale? Oui, il me semble, hein, sur partiellement, avec la possibilité. On avait fait aussi chiffrer une éventuelle extension, je crois, non, il me semble. En fait, oui. On a une maintenance de base avec une éventuelle extension sur le renouvellement de certains matériels, mais je ne sais pas si on l'a. Voilà, en fait, dans le détail, c'est surtout, il y a effectivement un contrat de maintenance pour les visites annuelles, plus ou moins obligatoires, et surtout pour les panneaux, pour les onduleurs, au départ, on avait prévu comment dire, dans notre budget prévisionnel, dans notre business plan, on avait prévu un coût de remplacement des onduleurs, puisqu'en fait, ils ont une durée de vie limitée, on va dire. Mais finalement, avec SMA, alors je ne sais pas si c'est pareil pour les autres, en fait, vous avez une redevance que vous payez, supplémentaire, hein, annuelle, et en fait, ça vous couvre, ça vous garantit je crois que c'est sur 20 ans, ça vous garantit les panneaux. Et alors, on a fait une petite étude, effectivement, ce coût, cette supplémentaire donc de maintenance, hein, est beaucoup moins cher que des renouvellements de panneaux. Donc, nous, on a opté pour cette solution. Et pour la question sur le démantèlement, oui, on l'a pris en compte. On a également pris des dispositions vis-à-vis de la mairie.
par rapport à ça. C'est-à-dire que dans la convention d'utilisation de la toiture, il est impératif de prévoir la fin de vie éventuelle de l'installation. Donc, on a, nous, dans notre convention, trois possibilités. Soit on revend l'installation à la mairie, soit on renouvelle pour une nouvelle période, soit on récupère, on démantèle toute l'installation. Et dans notre business plan, effectivement, on a prévu la possibilité que ça soit démantelé à un moment donné. Au niveau de la première année, ça se passe comment en fait? Est-ce que le paiement de l'électricité rembourse les échéances de l'emprunt? Je pense que le remboursement, il commence à la fin de la première année de… Hein, François? Non, on a commencé déjà à rembourser. Ah oui. Oui, on a commencé déjà à rembourser, alors que la première facture, elle sera là que dans un an. Oui, normalement, on doit pouvoir amortir. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais normalement, dès la première année, on doit pouvoir amortir l'emprunt. Puisqu'en fait, nous, on a pris, je crois de tête, on a pris un emprunt sur 14 ans. Et comment dire, au niveau du compte de résultat, ça amortit au bout de 12 ans. Donc, ce qui veut dire que déjà, on doit pouvoir faire une petite marge chaque année, puisqu'en fait, on a quand même il y a quand même des frais fixes dans la société qui sont incompressibles et qu'il va falloir amortir sur les différentes installations que l'on va faire. Je crois que les contrats d'emprunt, ils permettent qu'on puisse commencer à rembourser au bout d'une année ou même plus. Ça Mais dépend. avec un taux d'intérêt qui est moins intéressant, peut-être. Voilà. Ça, c'est On avait eu des problèmes. c'est un choix, quoi. Ça va pas avoir un amortissement différé. Il y a la question de combien vous avez d'actionnaires et combien dans le groupe moteur. Alors je sais bien, j'ai pas le chiffre en tête, mais au départ, on est parti au niveau de la première l'association, on est parti, je crois la première réunion, on était 6. Et puis, on est monté à une dizaine. Bon, après, il y a des gens qui changent de région, qui avaient des obligations, etc., qui n'ont pas pu rester. Mais aujourd'hui, le fonctionnement se fait, on va dire, on se fait à 6 personnes. On a un noyau dur de 6 personnes qui gèrent l'ensemble de l'activité. Sur les différentes questions, est-ce qu'on a envisagé de rejoindre le… Attends, peut-être François, peut-être je coupe, pardon, sur le premier projet, parce que c'est peut-être ça aussi qui intéresse. Sur le nombre d'actionnaires, on a 22 actionnaires pour pouvoir financer le premier projet. Donc on était 6, 8 effectivement sur le noyau dur et 22 ou 23 actionnaires là sur financer le premier projet en termes. À se répartir 9000 et quelques, je crois, c'est ça? Non. Non. En fait, combien qu'on avait tous les actionnaires, ils ont financé combien du coup là sur les… En fait, sur les, on va dire, sur les 40 000 euros donc du projet, hein, Oui. il y a eu 32 000 euros de prêts bancaires et donc il y a 8 000 euros, donc on va dire de fonds propres qui se répartissent. Donc je crois que c'est 4 004 d'actionnariat pur et 3 002 de la subvention. Qu'est-ce que j'ai dit? 4 004 et 3006, c'est ça? Et 3006 de la subvention région. Avez-vous envisagé de rejoindre l'ESS, les entreprises sociales et solidaires? Alors, ouais, effectivement, c'est justement d'actualité. En fait, quand on a déposé les statuts de la SAS, il y a simplement une petite case à cocher sur les statuts, sur les documents à rendre au greffe, à la Chambre de commerce et d'industrie, pour indiquer que l'on fait bien partie de SS. Ça, on ne l'a pas fait, donc on est en train de faire la modification. Et de toute façon, on était dans une optique de vouloir se faire labelliser ESUS dès que possible. Mais pour ça, il faut avoir 18 mois ou 24 mois d'activité. Donc voilà. Dès que ce sera possible, on se fera labelliser ESUS de toute façon.
Est-ce qu'il y a une rémunération pour les actionnaires? Bah, le but, nous, on a décidé de ne pas rémunérer les actionnaires parce que notre objectif, c'est pas de spéculer, c'est pas de faire des profits phénoménaux. Les projets sur lesquels on est, ce sont des projets généralement qui sont non rentables pour des entreprises classiques. Nous, notre objectif, c'est véritablement de pouvoir essaimer et de pouvoir utiliser l'argent qui est récupéré de la production d'énergie, d'électricité, pour faire de nouveaux projets. Donc, c'est vraiment ça. Donc, on a décidé effectivement de ne pas verser de dividendes aux actionnaires. En fait, je complète en disant que ce n'est pas marqué dans les statuts, hein, qu'il n'y a pas de versement de dividendes. En fait, ce sera, c'est nous qui, au départ, l'avons décidé comme ça, mais c'est l'Assemblée générale des actionnaires qui peut décider autrement si un jour elle décide de verser un dividende. Mais à la base, oui, nous, on part du principe que l'on souhaite qu'on puisse réinvestir sur de nouveaux projets. Mais si un jour il y a une majorité d'actionnaires qui décident de reverser un dividende, rien ne l'interdit au niveau des statuts. C'est ça un petit peu la différence entre une SAS et une SIC. Une SIC, effectivement, on ne peut pas faire, entre guillemets, de reversement de dividendes à ces sociétaires, puisque ce sont des sociétaires, hein, alors qu'une société anonyme peut verser. Non, on peut, mais c'est limité. Mais c'est limité. Ouais. C'est limité à certains quotas. Il y a une question, avez-vous contacté les cigales de Gironde? Alors, c'est une très bonne question, effectivement. On est en contact avec les cigales, on les avait rencontrés l'année dernière, je pense, ou en début de cette année. Je ne me rappelle plus, c'est Julien qui les avait rencontrés. Ça s'est très bien passé. Et là, on devait avoir une réunion avec les cigales de Blanquefort, à Blanquefort, pardon. Mais pour cause de confinement, la réunion est annulée. Donc, on verra ça plus tard. Comme d'autres événements d'ailleurs. Justement, le confinement actuel, ça a quel impact sur vos projets? Énorme. Ça va surtout empêcher le prochain projet de se faire dans le planning qu'on avait prévu, je dirais. Puisqu'on avait prévu de faire les travaux du prochain projet à Bègle aussi cet été. Et ben là, comme on ne peut pas faire les événements comme on avait prévu pour pouvoir trouver des nouveaux actionnaires, et ben voilà, c'est reporté à l'année prochaine. Oui, il faut dire effectivement que toute la partie communication, mobilisation, effectivement, elle est un petit peu au point mort, puisqu'on avait prévu un ensemble de réunions justement avec les parents d'élèves, les anciens élèves de l'école, etc., plus des réunions de quartier, plus des événements. Tout ça est un petit peu soit annulé, soit suspendu. Donc, on est un petit peu bloqué pour avancer sur un nouveau projet. Stand-by. On essaye de travailler du coup, de produire des éléments de communication en interne pour préparer encore mieux les événements à venir. Il y a une question, est-ce que les gens non initiés comprennent-ils facilement le concept? Est-ce que vous avez eu des difficultés à expliquer votre concept? Est-ce que ça se comprend? Comment ça se passe? Oui, c'est assez simple hein, de comprendre le concept qu'effectivement on pose des panneaux sur le toit, deux bâtiments qui appartiennent à tout le monde et que on essaye de les faire financer par les gens du quartier et de manière locale. Après, oui, on rentre, enfin techniquement peut-être moins, mais sur le concept général, bon, on n'a pas trop de difficulté à l'expliquer, à le faire comprendre. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que c'est plus facile de convaincre des politiques que des citoyens. Enfin, moi, c'est ma vision personnelle, hein, mais chaque fois qu'on a rencontré les politiques, ah ouais, super, on y va. En fait,
ils comprennent le sujet très vite. Autant les citoyens, bon, peut-être bon, les gens ont d'autres chats à fouetter, on va dire, hein, d'autres choses à faire, mais on les sent beaucoup moins impliqués. C'est vrai qu'il faut rabâcher et il faut pas s'arrêter à une seule présentation, il faut en faire plusieurs pour arriver à expliquer, à convaincre. Ouais, comme ça sort du cadre, on va dire, normal de que ce qui se fait à grande échelle et ce dont ils ont comme retour de communication des grands groupes, etc. C'est vrai que ça fait petit projet citoyen et puis ils se demandent mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Mais après, quand on leur explique, ils comprennent assez vite l'intérêt d'essayer de réinvestir les gens dans la production de leur énergie et puis ça les sensibilise aussi à la consommation d'autre part. Et en fait, enfin, j'en rajoute encore un petit mot. Le changement climatique, effectivement, ouvre on va dire, l'esprit à beaucoup de monde, mais la transition énergétique, bon, effectivement, ça en fait partie, on est en plein dedans, mais c'est un peu plus compliqué à expliquer. Enfin, les gens à se l'approprier. C'est-à-dire qu'ils comprennent très vite les changements climatiques, mais derrière, la transition énergétique, c'est un peu différent. Alors, quelles sont les suites que vous avez prévues par rapport à la convention à la fin de vie des panneaux, précisément? Pierre? Il y a trois scénarios possibles. Soit on renouvelle la convention avec la mairie pour une durée de 2 ans. Donc, là, après, la convention, elle est de combien d'années? Pour l'instant, elle est de 30 ans. Donc 30 ans, au bout des 30 ans, on se réunit autour d'une table. Au bout de 29 ans, on se réunit autour d'une table et on décide de quoi faire. Soit on prolonge donc de 2 ans en 2 ans, soit on laisse à la mairie récupère les panneaux et l'installation, et soit sinon on démantèle et on remet tout en état comme c'était avant. Sachant que le coût du démantèlement et le coût du recyclage a été pris en compte dès le départ et dès l'achat des panneaux pour le recyclage. D'accord. Après, n'hésitez pas à poser vos questions. Là, on les voit sur le côté. J'essaie de prendre toutes. Oui, on a fait un état des lieux sur les bâtiments. Bon, après, assez succinctement, mais tout de même, on a fait une série de photos pour avoir des photos de l'état des lieux avant les travaux, après travaux également. Sur la question du suivi régulier, alors effectivement, nous, on a prévu d'avoir un contrat de l'entreprise qui ferait une visite annuelle et effectivement il serait préférable que un de nous puisse accompagner l'entreprise pour faire le suivi. Alors la difficulté, c'est qu'il n'y a pas un accès facile à la toiture, donc on est quand même dépendant de l'utilisation d'une machine pour monter sur le toit, etc. C'est pour ça qu'on avait fait le choix de donner de faire un contrat de maintenance en fait par rapport à l'installation, mais effectivement la relation avec l'entreprise permettrait qu'on puisse l'accompagner et puis aussi avoir nous un œil sur l'installation. Après, en ce qui concerne la détection des défections d'un panneau, aujourd'hui les compteurs sont munis de moyens de communication à distance, ce qui permet effectivement sur une durée plus ou moins longue de pouvoir éventuellement détecter si l'installation est défaillante. Mais ça ne permet pas effectivement de détecter si un panneau est défaillant. On peut voir que l'installation est moins performante que ce qu'elle devrait, mais ça donne peut-être un indice pour aller faire
une visite particulière pour essayer de regarder quel est le souci éventuel sur l'installation. Il y a une question sur la gestion à distance technique pour la centrale. Il faut savoir qu'il a été développé un outil de gestion de la centrale à distance, EPIS, qui a été développé par SPUL. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y a un webinaire qui a lieu jeudi, je crois, pour parler de ce projet, de ce gestionnaire de centrale. C'est très utilisé maintenant, donc n'hésitez pas à aller voir ce webinaire. Le loyer est-il prévu pour les années de 20 à 30 ans? Et le contrat avec EDF d'achat le contrat avec EDF obligation d'achat sera terminé d'ici là. Oui, effectivement, le contrat avec EDF obligation d'achat, c'est 20 ans. Dans la convention, le loyer, alors c'est pas un loyer, c'est plutôt une redevance en fait que l'on fournit, mais c'est prévu sur le temps d'exploitation de la centrale, donc les 30 ans minimum, et plus si jamais on renouvelle la convention. Mais effectivement, la redevance est prévue. Ça a fait l'objet de négociations avec la mairie. Nous, on avait décidé, dans une optique vertueuse, de ne pas faire une redevance à 1 euro. On est un pourcentage de chiffre d'affaires en fait qui est reversé à la mairie tous les ans. Ok. Et comment ça se passe au niveau du financement de la revente de l'électricité une fois que le contrat EDF obligation d'achat est fini? La fin de contrat, elle définit juste l'obligation à un tarif particulier, mais ça ne veut pas forcément dire qu'au bout de 20 ans, ils vont arrêter de nous racheter l'électricité. Après, nous, on avait déjà plus ou moins décidé ou convenu ensemble qu'on essaierait de transférer le contrat chez Enercop. On ne sait pas trop encore quand, comment, mais bon, d'ici les 20 ans et la fin de contrat d'obligation d'achat de EDF, on sera peut-être parti chez Enercop. Et entre les 20 et 30 ans, vous faites comment pour revendre votre électricité? Eh ben, il faut refaire un contrat, j'imagine. Sur le marché de l'électricité, tout simplement, en fait. Voilà. On passe sur le marché de l'électricité et puis en fonction de… Oui, Elle est là. En fonction du marché, du prix du marché. Pardon, je suis perturbé. Vas-y. Le plus jeune actionnaire de Solévent. Bonjour. Ouais. Allez. Allez, viens. Allez, go. Voilà, pardon. Oui, juste pour compléter ce qui a été dit tout à l'heure là, sur l'état des lieux, nous on avait fait faire quand même une étude de charpente et en fait ça faisait partie des négociations avec les municipalités, puisque avant de pouvoir poser des panneaux, il faut s'assurer que la construction le permet. Donc là il y avait une étude que l'on a financée, donc qui a permis de faire un petit peu un état des lieux de la structure avant les travaux. Il reste 10 minutes, il n'y a pas de nouvelles questions, donc si vous avez des questions, soit vous prenez la parole en mettant en route votre micro, soit on peut encore prendre 2-3 questions si ça vous va, soit on arrête là, vous nous dites. N'hésitez pas, on vous laisse un peu de temps pour réagir. Est-ce que je peux demander ce que vous a coûté l'étude de structure, du coup? Bien sûr. Oui, un peu moins de 1 000 €. Hors taxe. Hein. Mm-hmm. Oui, de même, 40 000 €, ça, on est bien d'accord, c'est hors taxe aussi. Bien sûr, c'est hors taxe, oui. Merci. Merci Jean-Luc. D'autres questions? Jean-Yves? On t'entend pas. Impacter nos projets. Jean-Yves, tu peux parler plus fort parce qu'on a juste entendu vaguement la fin de ta question. Oui, je vais réessayer. Oui, ce que je voulais savoir, c'est si le contexte actuel peut impacter ce type de projet. Je pense par exemple
aux possibilités de prêts qu'on a au niveau des banques ou d'autres considérations? Est-ce que le contexte actuel a un impact sur le projet au niveau des banques ou autres considérations? Vous en avez parlé au début de tout à l'heure que ça avait repoussé Ouais. les projets. Pour les projets futurs, franchement, je ne pense pas, parce que bon, les banques. Il y a deux choses. Effectivement, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des aides pour les entreprises. Et justement, il y a BPI France qui va faire des efforts. Et justement, il va y avoir des prêts à taux zéro euh, pour, pour, pour les entreprises qui fonctionnent déjà, hein, pas pour les nouvelles. Mais je ne pense pas que les banques. Que les banques posent des difficultés à ouvrir un prêt pour un nouveau projet. Je ne pense pas. Et donc, bien sûr, le confinement vous a sacrément pénalisé puisqu'il y a des projets qui devaient avoir lieu cette année qui n'auront lieu que l'année prochaine, puisque la levée de fonds n'est pas possible actuellement. Ouais, c'est plus au niveau de la participation à des événements et puis la création d'événements pour rencontrer du public, en fait, et pour pouvoir les convaincre de participer au projet. Ça, c'est compliqué, c'est sûr. Donc, trouver des nouveaux actionnaires, on essaye de communiquer sur les outils des réseaux qui existent, mais ça ne permet pas de convaincre les gens de nous rejoindre, hein. Il faut souvent avoir un contact, discuter avec les gens pour qu'ils soient convaincus que voilà. C'est plus une question de personnes, de rencontres en premier, je pense. Bon, comme ça. Il y avait la question aussi, est-ce que ABC Construction est actionnaire de la société? Non, absolument pas. Elle n'est pas actionnaire et il y a une question aussi qui est passée, est-ce qu'on a d'autres justement actionnaires institutionnels à part la mairie de Bègles, aucun autre actionnaire institutionnel pour l'instant. Mais après, ce n'est pas forcément non plus ce que l'on recherche en priorité. Nous, ce que l'on veut, c'est vraiment réunir les citoyens. Donc, en priorité, on va aller chercher des citoyens pour nous rejoindre. Après, Vos statuts le permettent ou l'interdisent, qu'il y ait des partenaires privés du monde du photovoltaïque? Nos statuts le permettent, sachant que le comité de gestion a un droit de regard sur l'actionnaire. Et de toute façon, quel que soit le nombre d'actions, c'est une voix. Pardon Magali, Vas-y. est-ce que ça n'a pas refroidi justement des communes ou les communes, vous travaillez essentiellement avec Bègles, si j'ai bien compris. Est-ce que le fait d'une voix, un associé, une voix n'a pas refroidi certains investisseurs éventuellement? Enfin, les investisseurs institutionnels ou privés, non. Le particulier, je pense qu'il adopte cette mesure, puisque effectivement, le poids de ces nombres d'actions n'influe pas. Après, je pense que les investisseurs que ça bloquerait de ne pas pouvoir avoir plus de force de décision dans la société, bon, ils ne s'engagent pas dans ce type de projet. C'est des investisseurs qui vont après aller sur des gros projets, essayer d'avoir des parts, plus d'actions sur des gros projets pour pouvoir avoir force de décision sur des gros projets. Nous, on est orienté, on va dire, sur des projets très moyens, voire petits. Et du coup, ça n'a pas forcément de blocage par rapport aux entreprises, même quand on communique. Moi, je pense que ça ne les rebuterait pas s'ils seraient vraiment intéressés. Mais aujourd'hui, on n'a pas eu d'entreprises qui sont intéressées. Les municipalités, au contraire, ça les rassure, je pense, dans le sens où effectivement la prise de décision elle est partagée et il n'y a pas une entité actionnaire qui puisse prendre la direction de la société et des installations qu'elle met en place sur des bâtiments publics en plus. Donc
ça permet de garantir le fait que notre projet restera citoyen dans la durée et enfin, propriété particulier et répartie de manière coopérative. Oui, puis en fait, pour les entreprises privées, le retour sur investissement, en fait, ce que recherche une entreprise, lorsqu'elle investit comme ça, c'est effectivement d'avoir un retour assez significatif. Nous, on ne leur offre pas du tout ça, quoi. Donc, Alors, peut-être pas forcément. Vous avez peut-être autour de chez vous, je ne sais pas le terme exact, mais des coopératives d'artisans qui ont une philosophie assez voisine de la nôtre. Et nous, on n'est encore pas partis, mais je sais que lorsqu'on va démarrer, ils nous ont invités à les contacter parce que notre projet les intéresse. Donc, c'est quand même un ensemble d'entreprises qui sont regroupées au sein d'une coopérative. Et c'est intéressant dans l'idée aussi de tisser ce fameux lien social, y compris avec les entreprises et pas que avec des citoyens. oui, mais oui, pourquoi pas, hein. En plus, si ces entreprises-là peuvent aussi participer au projet, pas que de manière financière, ça peut être intéressant parce que vous pouvez avoir peut-être un support d'un technicien, un support d'un financier, on va dire, enfin, d'un comptable. Enfin, vous pouvez avoir une assistance non négligeable, pourquoi pas. Et une question, c'est pourquoi on parle d'investisseurs puisqu'il n'y a pas de rémunération? Tout simplement parce que en fait, c'est vraiment un investissement que l'on demande. Quand ici, pour les citoyens qui nous rejoignent, ils achètent une action. Donc une action, c'est qui donne droit à un vote, à un droit de vote lors des assemblées générales. Mais puisque c'est une action, ça veut dire qu'elle peut être revendue quand on le souhaite. Alors nous, dans les statuts, on s'est mis quelques garde-fous. Mais ça veut dire que ce n'est pas un don désintéressé en tous les cas. Lorsque je décide de partir de Solévent, je peux le faire, je revends mon action et auquel cas je repars avec un minimum ma mise de départ. C'est vrai que le terme est peut-être pas le meilleur. On peut, enfin, peut-être que le terme le plus juste, ça serait placement en fait. C'est qu'on fait un placement, on place plutôt que de mettre de l'argent dans un livret A, on le place dans notre société. Et à terme, on peut éventuellement récupérer la même somme, sans forcément avoir des intérêts. Parce qu'aujourd'hui, nous, on ne les garantit pas. Enfin, c'est une décision après collective qu'on pourrait avoir dans la société, comme on a dit tout à l'heure. Mais donc, nous, on communique sur le fait que c'est pas un don, effectivement. Donc, c'est un investissement ou un placement. Mais bon, c'est vrai que la subtilité entre les deux termes n'est pas forcément facile à comprendre. Alors, on a une information de Dominique comme quoi il a expliqué une scope du bâtiment qui s'appelle Alterbative. Donc ça, c'est pour vous si vous souhaitez vous renseigner. Et il y a une dernière question. Envisagez-vous la création d'un emploi ou un mi-temps si votre société développe d'autres projets? Oui, effectivement, c'est en cours de réflexion justement, puisqu'on a à peu près 6 projets qui sont dans les tuyaux et qui devraient pouvoir sortir quand nous aussi on pourra sortir. Donc effectivement, c'est une question que l'on se pose de pouvoir salarier une personne. Ça fait partie en tous les cas de notre vision et de nos objectifs à moyen terme, au moins à moyen terme en tous les cas, d'essayer de créer de l'emploi local. Ok. On y travaille en tout cas. J'avais vu que tu souhaitais prendre la parole. La dernière question pour toi? Oui, c'était sur l'histoire de l'investissement. Pourquoi parler d'investissement? Mais il y a quand même une prise de risque, hein, même si on fait tout pour que l'investissement soit dérisqué précisément, mais dans la mesure où c'est une action, on est prêt à supporter les pertes qui éventuellement pourraient advenir. Bien sûr. Effectivement. Je vous propose, il est 20h58, on avait prévu une fin à 21h. J'espère que y a-t-il d'autres questions? Une dernière ou je vous remercie.
Je pense que je vais vous remercier. Et merci d'être resté aussi longtemps. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter par la suite si vous avez toujours des questions. Et je vais vous envoyer un petit mail pour vous donner. Donc, cette vidéo sera prochainement mise sur notre YouTube. Et je vous mets le lien du retour d'expérience d'Oléron sous le soleil qui a déjà été enregistré pour que vous puissiez avoir un autre retour si ça vous intéresse. Pierre, tu veux dire quelque chose? Et si vous voulez, vous pouvez toujours venir liker notre page Solévent33 sur Facebook, qui est le meilleur canal de diffusion d'informations pour nous. Voilà. En tout cas, merci à tous et merci à tous. Éventuellement, placer quelques euros chez nous en attendant chez vous. On peut faire un échange de procédés si vous voulez. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Je sais que les webinaires, les visioconférences, c'est pas toujours facile. Vous avez vraiment bien joué le jeu. Merci à tous. Et puis, n'hésitez pas à contacter votre animatrice locale pour avoir plus d'infos. Je vous souhaite une bonne soirée et plein de beaux projets. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.